Nous avons deux docteurs qui nous rejoignent aujourd'hui, Natalia Garcia et Daniel Padilla Castillo, qui sont les personnes qui vont intervenir au cours de ces cours. Et je vous laisse avec eux, avec Daniel Padilla, pour commencer. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Est-ce que vous m'entendez bien? Je pense que oui, on m'entend. Comme je disais, Fernando, je suis Daniel Padilla Castillo. Vous allez voir mon courrier électronique ici en bas, daniel.padilla@ulpgc.es pour tout commentaire. Et nous allons tout d'abord parler de la prévention de la ciguatera en parlant des méthodes principales de laboratoire pour sa détermination de la toxine. Nous allons parler des tests sur les souris, qui est le MBA, de tests sur les cellules, qui est connu comme CBA, des tests sur l'union à récepteur, comme RBA. Nous allons parler également d'une autre technique immunologique. Et nous terminerons par la chromatologie liquide avec la spectrophotométrique des masses. Nous allons parler ensuite de la réglementation au niveau global par rapport à la ciguatera. Et nous allons voir ici les règlements de certains pays qui sont touchés par la ciguatera. Ensuite, nous allons parler de la réglementation européenne et de la réglementation espagnole par rapport à cette maladie. Et nous terminerons cette première partie de ce séminaire d'aujourd'hui en parlant des antécédents pour l'établissement du système de vigilance épidémiologique pour l'ivresse per ciguatera aux Canaries par rapport aux foyers qui sont à Paris en 2004 et 2008. Comme le disait Andrés hier, il n'y a pas de traitement effectif contre cette maladie au jour d'aujourd'hui. Et donc, pour réduire les risques d'intoxication par ciguatoxine, nous avons besoin de détecter ces toxines avant de leur consommation de poissons contaminés. Donc, nous devons appliquer des tests analytiques, quantitatifs et très sensibles. Au cours de ce dernier siècle, nous avons développé différentes méthodes pour identifier et quantifier la concentration de la ciguatoxine dans ces animaux, y compris des tests sur des animaux, sur des cellules et des tests d'union à récepteurs et des immuno-essais, des essais radiochimiques et la chromatographie liquide associée avec la photographie de masse. Nous trouvons les méthodologies principales utilisées pour la détection de la ciguatoxine au fil de l'histoire. Certaines d'entre elles ne s'utilisent plus parce que c'était un échec cuisant et donc elles ne sont plus sur le marché. Nous devons choisir la méthode qui sont les plus utiles et les plus efficaces au diagnostic de la maladie. Au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, les tests sur les animaux sont basés sur l'alimentation de chats, de langoustes, de larves de moustiques. On leur fournissait un morceau de poisson qui était suspicieux et on leur donnait ce morceau pour voir et on les observait. Et donc, l'alimentation animale est simple, ce serait facile à réaliser et ça ne requiert aucun matériel complexe. Ce ne sont pas les techniques sensibles et elles ne sont pas en mesure de nous offrir des informations spécifiques sur la toxine qui est impliquée. Mais cela prend beaucoup de temps, on ne peut pas les automatiser et c'est coûteux par rapport à l'installation et à la maintenance des animaux. Et il y a certains soucis éthiques pour les animaux et donc aucun de ces tests n'est utilisé dans les laboratoires modernes, sauf les bioassays sur les souris qui a été décrit en 1961. C'est la seule test sur animaux qui est encore utilisé aujourd'hui, le MBA en 1961. Cette technique est simple et n'exige aucun équipement analytique complexe, mais ça a tous les inconvénients
que nous avons mentionnées auparavant. Cela prend beaucoup de temps, on ne peut pas l'automatiser et cela coûte cher pour la maintenance des animaux. Le MBA offre des informations uniquement sur la toxicité totale de l'échantillon. Et donc, c'est là manque de spécificité. La ciguatoxine sont des toxines très puissantes sur les souris, aussi bien par voie orale que par voie intrapéritonéale. Et donc, nous devrions injecter un extrait de 20 mg de viande de poisson suspicieuse, mais ce test n'est pas suffisamment sensible pour détecter des poissons de basse toxicité. Autre mesure analytique, c'est le CEA, qui est le cellule basée essai, qui a été commencé en 1993. C'est une technique qui est largement utilisée, qui a supposé une base pour le remplacement de l'essai sur des souris dans les laboratoires modernes. Ce test se base sur la détection colorimétrique de neuroblastome de souris par rapport aux réactifs oberweina et berthellinine. Nous allons parler de cela plus en détail par le docteur Freddy Sinbad demain après-midi. Autre test pour la détection de la ciguatoxine, c'est le dosage de récepteurs de ligands, RBA en 1994, qui est une technique très utilisée. Mais si nous comparons le rendement de ces techniques par rapport aux bioessais cellulaires, le RBA peut être 12 fois moins sensible que l'essai cellulaire avec des cellules de neuroblastome de souris. Pour la ciguatoxine de Caraïbes, par exemple. Cette technique se base sur la capacité de la ciguatoxine à se déplacer une toxine connue, produite par des microalgues, qui a des mêmes points d'union que la ciguatoxine. La ciguatoxine a une affinité 50 fois supérieure au point d'union au canal du sodium. Cette méthodologie utilise une membrane de souris marquée. Et donc, le signal d'émission diminue par rapport à la présence de ciguatoxine dans l'extrait. C'est une technique qui a été détaillée depuis 1994 et ça a été mis en application en 2014. Nous avons mis en vente le CITOC, qui est un pack commercial qui remplace le marqueur par un marqueur artificiel. C'est une technique rapide qui offre des résultats en quelques heures, mais c'est moins sensible pour la détection de ciguatoxine que l'essai que nous avons décrit auparavant. Le CiguaCheck a été un kit basé sur l'immunoessai qui a été créé en 1998 et qui a révolutionné à l'époque le diagnostic de la ciguatelle. C'est un kit rapide et assez bon marché, qui est devenu très populaire au niveau mondial. Ça a été la technique qui a été employée pour le gouvernement des Canaries pour le contrôle de la ciguatelle dans nos îles. Au fil du temps, nous avons eu différentes études qui ont mis en doute la fiabilité de ce kit, parce qu'il produisait beaucoup de faux négatifs et on a vu des différences par rapport aux résultats positifs. Donc, ce kit a été retiré du marché et il n'est plus disponible à l'heure actuelle. Les méthodologies des essais cellulaires et par les récepteurs, c'est moins fiable que les essais sur les souris. Mais aucune de ces trois techniques n'offre des informations sur le profil de la toxine. Pour cela, il faut avoir recours à d'autres méthodes analytiques plus complexes, telles que la chromatographie liquide avec spectromètre de masse. Ces techniques d'analyse impliquent la séparation physique de composés
par rapport à la détection, soit par rapport au spectromètre de masse. Sa sensibilité, sélection et précision l'ont converti en une méthode pour détecter la ciguatoxine présente en même en petite quantité. Le problème, c'est le prix de cette analyse qui le rend inviable au niveau de notre contrôle officiel aux Canaries. Pour résumer, pour la conclusion des différentes techniques et méthodologies de laboratoire décrites, nous pouvons garantir que la méthode de détection la plus à succès est la cellule basée essai sur le CBA, qui utilise des cellules neuroblastomes de souris. C'est une méthode simple et suffisamment sensible, mais le problème, c'est que nous avons besoin beaucoup de temps et on n'a pas d'informations par rapport au profil toxique de la toxine. Nous avons le TRBA avec la fluorescence, mais nous avons le même problème parce que nous n'avons pas d'informations par rapport au profil et nous devons bien souvent utiliser la chromatographie liquide associée à le spectromètre de masse pour déterminer les quantités petites de toxines ou pour définir les profils toxiques de l'échantillon. Je ne sais pas si vous avez des questions avant de passer au point suivant. Si vous avez des doutes, c'est le moment. Je vais jeter un coup d'œil au chat, à la bonne discussion. Je ne vois pas de questions. Non. Si vous avez des questions par rapport à cette première partie de mon énoncé, personne ne lève la main. Fernanda, si vous avez une question, quelqu'un a demandé quelque chose? Oui, Dani. Il y a Ahmed qui a la main levée actuellement. Je ne vois pas les mains levées. Oui, vous m'entendez? Nous vous entendons. Ok, merci. Merci pour... excusez-moi, hier, je n'ai pas pu participer avec vous à cause de la faiblesse de la connexion chez nous. Mais aujourd'hui, on a essayé de faire le maximum pour que vous puissiez vous rejoindre pour assister à cette formation importante pour nous et pour notre section. Donc, par rapport à la présentation hier, je n'ai pas vraiment pu les récupérer puisque je n'ai pas attendu vraiment ce qui se passe hier. Mais aujourd'hui, heureusement, j'ai la chance de vous rejoindre. Donc, par rapport à les méthodes d'analyse, apparemment, il a souligné qu'il y a plusieurs méthodes de HPLC. Il y a la méthode de tests sur les souris. Il y a les tests sur la colorimétrie. Il y a des tests sur le RBA. Donc, finalement, ce qui est applicable actuellement au niveau de l'Union européenne, c'est la méthode HPLC ou bien c'est la méthode de RBA qui est utilisée, puisque nous avons dans notre laboratoire un HPLC, mais avec un double masse, MS-MS. Et on l'utilise pour la détermination des toxines lipophiles. Est-ce que cet appareil-là, il peut servir pour la détermination des ciguatoxines ou non? Et en plus, si on peut avoir... Par rapport à la réglementation européenne, il n'y a pas de test déterminé. C'est un des problèmes existants maintenant. Quelle est celle qui serait la meilleure? Eh bien, ce serait la culture cellulaire. Aussi bien pour la sensibilité qu'elle a que par le prix économique qu'elle représente. Et la bonne méthode, et la méthode, c'est une chromatographie liquide avec spectromètre de masse, c'est la meilleure, mais on ne peut pas l'appliquer pour un contrôle quotidien de poissons. On pourrait rentrer 2 ou 3 000 poissons chaque an. Et analyser tous ces poissons par chromatographie, ce serait inviable. Coûterait beaucoup trop cher. Et donc, il y a beaucoup de publications au niveau de la communauté scientifique qui nous dit que la méthode la plus recommandée, c'est la culture cellulaire.
la culture cellulaire avec le neuroblastome de souris, parce qu'elle est suffisamment sensible et économique, entre guillemets, pour faire des contrôles quotidiens d'échantillons. La spectrophotométrie avec le spectromètre de masse, c'est beaucoup mieux, mais il y a beaucoup de problèmes au niveau des contrôles, des analogues de ciguatoxine. Ça pose encore beaucoup de problèmes et ce n'est pas encore tout accepté. Nous n'avons pas un protocole exact par rapport à tout cela. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, oui, c'est bien, c'est clair. Oui, dans ce cas-là, oui, c'est clair. Vous avez demandé quelle est la technique qui est utilisée aux Canaries. C'est le CBA, c'est la culture cellulaire avec neuroblastome de souris. On va en parler plus exhaustivement demain. Freddy qui va vous en parler demain après-midi. Le CBA, oui, c'est la méthode qui est appliquée. C'est celle que nous utilisons aux Canaries. Je vais le répéter plus tard, mais je vais commencer à répondre aux questions. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a levé la main. Oui, Antonio Figueroa, oui. Bonjour. Bonjour. Vous devez activer votre microphone, s'il vous plaît, pour que nous puissions entendre votre question. Antonio? Antonio, nous ne vous entendons pas. Je ne sais pas si c'est un problème de son, mais nous n'entendons rien du tout. Vérifiez votre système et sinon, vous pouvez utiliser la boîte de discussion. Si nous ne vous entendons pas, vous pouvez utiliser la boîte de discussion. Merci. Bonjour Antonio, on dirait que votre micro est allumé maintenant. Antonio, nous ne vous entendons pas. Je vais baisser votre main et je vous demanderai de mettre votre question sur la boîte de dialogue, parce que ça sera peut-être plus rapide pour y répondre. Merci. À part Antonio, est-ce que quelqu'un d'autre a une autre question avant de passer au point suivant? Comme je vous le disais, demain, nous allons vous expliquer plus en détail cette technique que nous utilisons, nous, dans notre laboratoire pour le contrôle officiel de la ciguatera aux Canaries. C'est pour ça que je n'en ai pas parlé beaucoup aujourd'hui, parce que demain, vous allez avoir plus de précision. Je pense que vous pouvez continuer, Dani, oui. Et si Antonio a des questions, bien, je les répondrai un peu plus tard. Merci beaucoup. Parfait. Nous poursuivons donc. Nous allons donc poursuivre avec la programmation de la conférence d'aujourd'hui, la réglementation. Nous allons parler maintenant de la législation au niveau mondial dans d'autres pays qui ne sont pas des pays européens. Nous allons voir différents exemples de réglementation nationale et vous pourrez avoir une idée générale des mesures qui sont appliquées dans d'autres parties du monde. Nous allons commencer par Cuba, où la résolution 457 de 1996 du ministère de l'Industrie de pêche, dans son premier point, dit interdire sur tout le territoire national la capture, le débarquement et la commercialisation des espèces considérées comme potentiellement toxiques qui sont consignées dans les annexes à la présente résolution. Cette interdiction fait partie intégrante et indissociable du dit instrument légal. Cette interdiction s'étend à la capture et au bâtiment de l'espèce soulignée de la pêche sportive récréative. Nous voyons ici l'annexe 1. Nous avons la liste des espèces marines qui sont potentiellement toxiques, dont le débarquement, la pêche et la commercialisation sont interdites. Même si cela, la ciguatera reste un problème sur ces îles. Et il y a toujours des intoxications par rapport aux poissons pêchés. La barracuda, qui représente 46% des cas d'intoxication de ciguatera sur l'île de Cuba. À Puerto Rico, le règlement 67 de 68 du département d'État, sur son article 8 sur les limitations générales de la pêche, dit comme suit, je cite, « Ce sera illégal pour toute personne qui pêche, possède, vend, propose à la vente ou en dépôt à la vente les espèces suivantes, le barracuda et la céréole. On ne recommande pas la consommation d'autres espèces qui pourraient porter la toxine, comme le mérou et le pargue.
La législation mexicaine est similaire aux réglementations de Cuba et de Puerto Rico. Il a interdit également la commercialisation de barracuda, ainsi que le mérou, le pargue et le ruelel. En Australie, il est illégal de vendre certaines espèces de pargues. Il était interdit la pêche de barracuda dans certaines zones du pays. En Nouvelle-Calédonie, il n'y a pas de réglementation sur les poissons qui sont atteints de la ciguatera. Mais même si 25% de la population a été intoxiquée de ciguatera pour au moins une fois. Certains types de mérous qui sont responsables de l'intoxication dans ce pays. Pour résumer, outre les possibles interdictions de chaque pays, des pays affectés, il y a une série de recommandations de tous ces pays que nous avons tenté de résumer sur 9 points que je vais vous expliquer maintenant. Tout d'abord, évitez de manger des poissons qui sont réputés localement pour avoir des intoxications de ciguatera. Les barracudas, les murènes, les cérioles, etc. Deuxièmement, recevoir des conseils des pêcheurs par rapport à les lieux de pêche qui sont sûrs pour la pêche. Troisièmement, éviter les poissons des récifs de grande taille, supérieurs à 10 kg, et les éviter si c'est possible. Choisir les poissons les plus petits parce que la toxicité est proportionnelle à la taille régulièrement, comme le disait Andrés. Ce n'est pas toujours vrai, mais c'est une règle assez fréquente. Quatrièmement, videz soigneusement les poissons. Ne mangez pas la tête, les œufs, les viscères, le foie, en particulier, qui sont le plus toxiques que les filets. Cinquièmement, souvenez-vous que congeler, frire ou cuisiner les poissons n'élimine pas la toxine. Sixièmement, ne vous fiez pas aux mouches, fourmis ou pièces d'argent pour déceler un poisson toxique. Ces techniques ont trompé beaucoup de monde. Septièmement, après avoir un cas d'intoxication par ciguatera, évitez tout type de poisson ou de fruits de mer pendant au moins 1 mois. Et évitez également la consommation de boissons alcooliques. Huitièmement, évitez les zones qui sont touchées par les ciguatera et qui pourraient être des zones très dangereuses. Et neuvièmement, tout poisson pêché à n'importe quelle saison peut contenir suffisamment de toxines pour provoquer une intoxication. Par rapport à la réglementation européenne sur la ciguatoxine et la réglementation espagnole, la seule référence que nous avons au contrôle de la ciguatoxine se trouve dans le règlement 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril, qui fixe les règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale. Dans son chapitre 5 sur les normes sanitaires pour les produits de la pêche, alinéa E, sur les toxines nocives pour la santé humaine, il est dit comme suit. On ne pourra même mettre sur le marché les produits de la pêche qui contiennent des biotoxines telles que la ciguatoxine ou les toxines d'action paralysante musculaire. Par conséquent, on ne peut interdire aucune commercialisation d'aucune espèce, mais on peut, indépendamment de la concentration de la toxine, on peut vendre ces poissons. Le règlement 10 021 de 2008, du 17 octobre 2008,
établit des normes spécifiques pour l'organisation des contrôles officiels des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine. Et dans l'annexe 1, on dit comme suit. Des contrôles doivent être effectués pour veiller à ce que les produits de la pêche contenant des biotoxines telles que la ciguatella ou d'autres toxines dangereuses pour la santé humaine ne soient pas mis sur le marché. Nous avions donc Sherif Ahmed. Je peux lui rendre la parole pour voir s'il a une question. Oui, j'ai une question par rapport à la réglementation. Comme il vient de souligner la réglementation 853-2004, il exige ce qui est lié pour les biotoxines, surtout dans les mollusques. Surtout dans les mollusques, surtout les toxines ASP, diarrhéiques amélisants et les toxines PSP. Donc, pour les poissons, la réglementation, est-ce qu'il exige dans les poissons, surtout les espèces qu'il vient de cibler, comme des espèces suspectes d'être contaminées par les psychotoxines, est-ce que c'est réglementé maintenant et la réglementation exige qu'il y aura des analyses? Non. Non, on ne peut pas se centrer sur les espèces suspicieuses. On ne pourra pas les mettre en vente, des poissons qui contiennent des ciguatoxines. Ça dépendra des espèces de chaque région. Et nous devons déterminer quelles espèces qui devront être analysées. Donc, actuellement, au niveau de la sous-région africaine de l'Ouest, il n'y a pas des espèces qui sont déjà suspectées d'être analysées avant de mettre sur le marché? Monsieur Sherif, est-ce que vous pouvez spécifier de quelle zone vous parlez, s'il vous plaît, Monsieur Sherif Ahmed? Vous parlez d'ici des Canaries ou de quelle région? Les régions de la Mauritanie, par exemple. Les régions Mauritanie, Sénégal au Maroc. Donc, il faudrait déterminer les espèces présentes dans la zone, mais au niveau global, c'est toujours les barracudas qui posent plus de problèmes. Il faudrait voir si cette espèce est pêchée. Également, toutes sortes de mérous et de cérioles. Donc, voilà, barracuda, mérou et céréales sont les espèces qui posent plus de problèmes. Il faudrait par la suite voir s'il y a des espèces particulières. Par exemple, dans la zone de la Macaronésie, il y a des espèces qui sont susceptibles d'avoir des ciguatoxines, de cumuler des ciguatoxines. Mais il faudrait le voir au cas par cas, voir quelles sont les espèces présentes dans la zone et lesquelles sont suspectes ou ont plus tendance à accumuler la ciguatoxine. Mais ce sont en général les barracudas et toutes les variétés des mérous et des céréales qui posent ce type de problème au niveau mondial. Après, il faudra voir en fonction des habitudes alimentaires des différents pays quelles sont les espèces susceptibles de porter la ciguatoxine, mais cela doit être à la charge de chaque pays. Il y a une question de Magdalena sur le chat également. Quelle est la différence entre les deux règlements? Il n'y a pas de différence, c'est la réponse. Le premier dit qu'on ne peut pas mettre à la vente des poissons avec de la ciguatoxine indépendamment de la quantité. Et l'autre règlement dit tout simplement qu'il faut analyser ces poissons. Donc, ce ne sont pas des règlements contradictoires. L'un interdit la vente et l'autre dit qu'il faut mettre en place des mécanismes pour contrôler la sécurité alimentaire concernant les poissons qui sont mis sur le marché. Donc, ce sont deux types de règlements différents. La question suivante est une question de Bilal. Il faudrait traduire la question. Monsieur Bilal, si vous voulez poser bien votre question. Non, le suivi de ces toxines ne se fait qu'au niveau de la recherche.
Ces animaux sont saisis, mais concernant le suivi, se fait au niveau de la recherche. Voilà la réponse à votre question. Et il y a également une question de Sarah Freitas qui demande quelle est la condition requise pour faire le test, avec quelle périodicité et sur toutes les espèces. Justement, Natalia, ma collègue, parlera de tout cela par la suite, hein, mais je dois vous dire que cela fonctionne en fonction des espèces et du poids. Par exemple, les mérous, tous les mérous qui dépassent un certain poids vont être analysés. Voilà le critère. Mais Sarah, je peux vous répondre que bientôt, dans quelques minutes, Natalia va vous l'expliquer beaucoup mieux que moi, sans doute. Elle va vous expliquer ce que nous sommes en train de faire et elle va traiter toutes ces questions. Nous avons également une autre question. Pourquoi dans les protocoles de pêche, on recommande de ne pas commercialiser les viscères des poissons ni la tête? Donc, je ne sais pas, on avait déjà dit hier que la tête était également susceptible de cumuler une grande quantité de toxines, de cigotoxines, mais quelle est la raison de cela? Je l'ignore. On a démontré que les toxines se cumulent et qu'elles peuvent empoisonner les personnes à travers, par exemple, un bouillon à base de tête de poisson. Donc, cela reflète cette question, mais je crois que là, il y a aussi des enjeux culturels qui jouent parce qu'aux Canaries, par exemple, le bouillon à base de tête de poisson est quelque chose de très enraciné. Et peut-être que cela devrait être interdit du point de vue sanitaire ou du moins contrôlé en ce qui concerne les têtes, au moins des grands mérous et des céréales qui pourraient être utilisés pour en faire du bouillon. Mais la raison de pourquoi ce ne l'est pas, je ne sais pas. Voilà quelques éléments de réponse. Ça, on me demande, Sabella demande, mais je ne comprends pas bien. Est-ce que vous pouvez reformuler votre question, s'il vous plaît? Oui, oui, Sabella prend la parole pour dire qu'elle parle du protocole de contrôle officiel de la cigotoxine. C'était par rapport à cela que j'ai posé la question. Oui, le protocole d'action pour le contrôle de la pêche sera abordé par Natalia. C'est elle qui va vous l'expliquer par la suite. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres réactions. Si ce n'est pas le cas, je crois qu'il n'y a plus de questions sur la conversation non plus. Mais s'il y en a encore, on pourrait les répondre par la suite. Alors, nous continuons avec la présentation. Nous allons poursuivre et nous allons aborder le dernier point de mon intervention dans laquelle nous allons traiter les antécédents qui sont à l'origine du système de veille épidémiologique pour l'intoxication par ciguatera aux Canaries. La première a été enregistrée en 2004 à l'île de Fuerteventura et elle s'est produite après la capture d'une céréale rivoliana de 26 kg comme produit de pêche sportive. Cela a touché 5 personnes. 5 membres d'une même famille sont allés à l'hôpital de Fuerteventura avec des symptômes de gastriques et neurologiques qui se sont développés entre les 30 minutes et les 28 heures après la consommation de ce poisson. Les 5 membres de la famille
présentait cette combinaison de symptômes comme la diarrhée, la nausée, les vomissements, la saveur métallique, les troubles de rythme cardiaque, la fatigue, les vertiges et des manifestations neurologiques comme la réversion des sensations de froid et de chaleur, tel que Andrés a expliqué hier. Aucun de ces patients n'a exigé de l'hospitalisation et les systèmes neurologiques et gastro-intestinaux ont été résolus en quelques semaines. Il faut ajouter que probablement il y a eu des foyers de ciguatera précédents à cette date, mais qui n'ont pas été correctement diagnostiqués, car jusqu'à ce moment-là, la ciguatera était une maladie mal connue des services sanitaires espagnols et européens. En fait, les premières suspicions que l'étiologie de cette toxi-infection était causée par la ciguatoxine est venue de la main d'un médecin de l'Amérique du Sud qui était capable de reconnaître cette maladie qui est une maladie endémique dans ces pays de l'Amérique du Sud. Mais sans doute, le foyer produit à la fin de l'année 2008 à l'île de Tenerife a été celui qui a suscité l'inquiétude du gouvernement des Canaries pour cette maladie, une maladie à laquelle on n'accordait pas l'importance nécessaire jusqu'alors, une situation contraire à celle d'aujourd'hui. Ce foyer de 2008 a été provoqué par une cériole fasciata de 37 kilos et elle a intoxiqué en tout 25 personnes. Après ce foyer, et étant donné les problèmes de santé émergents qui pouvaient supposer la ciguatera aux Canaries, en 2009, le service canarien de la santé du gouvernement des Canaries et la direction générale de la pêche du gouvernement des Canaries ont décidé de mettre en place des actions de prévention pour mettre en marche le plan pour la détermination de la présence de la toxine ciguatera dans l'archipel des Canaries. C'est ainsi qu'ils ont créé le système de veille épidémiologique de l'intoxication par ciguatera aux Canaries, dont le but est d'évaluer la dimension du problème et prévenir l'apparition d'autres cas. D'un côté, la Direction générale de la pêche du gouvernement des Canaries a instauré un protocole d'action qui consiste à contrôler les points de première vente avec un crivage des poissons qui peuvent être porteurs potentiels de ciguatoxine avant de les incorporer à la chaîne alimentaire. C'est comme cela qu'on a établi les espèces et les poids spécifiques de chacune des variétés. À partir de ce moment-là, à partir de ces grandeurs, il est nécessaire d'analyser l'exemplaire capturé avant de le commercialiser. Les débuts de ce système de veille épidémiologique ont été avec un kit de diagnostic appelé CiguaCheck jusqu'au moment où il a été enlevé du marché. C'est le moment où le gouvernement des Canaries a demandé en 2011 l'Institut universitaire de santé animale et de sécurité alimentaire de l'Université de Las Palmas de la Grande Canarie de réaliser des analyses à travers les bioessais avec des souris, les bioessais CBA dont nous avons déjà parlé. Ici, nous voyons un exemple d'un poster élaboré par la Direction générale de la pêche qui décrit schématiquement le protocole d'action pour le contrôle officiel de la ciguatoxine dans les produits de la pêche d'extraction et on décrit également les poids à partir desquels les exemplaires doivent être analysés. Mais cela va être traité plus en profondeur par ma collègue Natalia Garcia. Il faut souligner également que depuis l'instauration de ce système de veille épidémiologique et que les analyses se font à travers le bioessai cellulaire, on n'a pas détecté des intoxications à travers les prises des pêcheurs professionnels et les foyers se sont produits par des prises illégales ou des pêches sportives qui ne sont pas soumis au mécanisme de contrôle. Ce tableau est publié par la Direction générale de la pêche du gouvernement des Canaries et montre le foyer identifié depuis 2008 jusqu'en 2018. Ici, nous pouvons voir les foyers, la date, l'île. Excuse-moi, mais on ne voit pas le tableau dont tu parles, Daniel, justement. Je vais essayer de la mettre à nouveau, voir si elle apparaît. Non, il faut la faire apparaître dans l'écran partagé. Donc, ne vous inquiétez pas,
parce que justement, les résultats dont je vais parler sont les résultats illustrés par ce tableau. Comme nous pouvons voir à Tenerife, on a la plupart des cas avec 66 personnes intoxiquées. Après, en deuxième lieu, nous avons l'île de Lanzarote avec 37 cas, la Grande Canarie avec 10 personnes intoxiquées et l'île de La Palma avec 2 cas seulement. On peut voir que la plupart de ces intoxications sont provoquées par 2 espèces, la céréole avec 60% des cas et les mérous avec 33% des cas. Les pourcentages restants est distribué entre les pagres, un type d'anchois et un type des poissons aussi, poissons citron. Et en ce qui concerne les autres intoxications, dans le cas des mérous, les poids moyens des poissons qui ont donné des résultats positifs tournent autour de 21 kilos et les moins lourds est de 7 kilos pour donner des résultats positifs. Dans le cas de la céréole, les poids moyens avec des résultats positifs le long des années est établi à 32 kilos et la céréole la plus petite avec un résultat positif était de 1,5 kg. D'un autre côté, les services canariens de la santé du gouvernement des Canaries a inclus la ciguatera sur la liste des maladies à déclaration obligatoire aux Canaries. Et cette déclaration doit être à caractère urgent pour dépister tous les cas qui ont été identifiés grâce aux symptômes compatibles avec cette intoxication. Cette liste, ce service recueillit des informations et pour pouvoir analyser l'incidence et les caractéristiques épidémiologiques de la cytoxine dans notre archipel. Ce système de veille épidémiologique de l'intoxication par ciguatera aux Canaries au niveau du service canarien de la santé est basé sur 3 aspects importants. Tout d'abord, l'information à la communauté sanitaire et à la population en général. En deuxième lieu, réaliser la notification urgente lorsqu'on a identifié un cas. Et en troisième lieu, remplir l'enquête épidémiologique d'intoxication alimentaire par ciguatera. En ce qui concerne le premier point, dans cette image, nous pouvons voir, je ne sais pas si vous le voyez maintenant, si vous voyez ce poster maintenant, une circulaire informative. Est-ce que vous pouvez la voir? On voit votre présentation, mais pas vos images. On peut la voir maintenant? Je vais essayer de partager cet écran-là. Maintenant, est-ce que vous pouvez voir le protocole d'action? On voit le protocole d'action maintenant. Voilà, c'est une circulaire informative pour les centres de santé, d'attention des soins primaires, pour qu'ils soient capables de reconnaître la maladie à travers les symptômes cliniques. Dans cette circulaire, on explique quelle est la maladie, quelle est son origine, les espèces des poissons les plus touchés. On décrit également les symptômes digestifs, neurologiques, cardiaques, afin que le réseau des soins sanitaires soit capable de reconnaître cette maladie lorsqu'elles ont un cas avec des symptômes compatibles avec la ciguatera. Dans cette autre image, on devrait pouvoir voir un poster informatif pour les pêcheurs de pêche sportive. On leur explique en quoi consiste la ciguatera et ses conséquences. On montre les espèces et leur taille lorsqu'ils sont susceptibles de porter la ciguatoxine, entre autres informations. Je reviens à ma présentation. Excuse-moi de ces petits désagréments techniques. Le deuxième point, c'était qu'on devait notifier de façon urgente lorsqu'on a identifié un cas et c'est le médecin qui établit le diagnostic qui doit réaliser la notification au service d'épidémiologie et de prévention de la Direction générale de la santé publique du gouvernement des Canaries et cela urgemment par téléphone ou par fax.
En ce qui concerne le troisième aspect, l'enquête épidémiologique, je vais vous montrer justement le formulaire de cette enquête. Voilà, le formulaire pour la notification urgente qui doit se faire dans un délai de 24 heures. On doit envoyer donc par télécopie cet formulaire d'enquête qui contient les données, les coordonnées des médecins, des patients, les dates des premiers symptômes, du diagnostic, de l'arrivée à l'hôpital, des symptômes du malade, les troubles visuels, les difficultés respiratoires, s'il a eu d'autres épisodes préalables d'intoxication par ciguatera, la durée des symptômes, la date de la consommation du poisson, l'espèce de poisson consommé, si c'est un mérou, une barracuda, une céréole, si le poisson a été traité, il a été frit, cuisiné, salé, ou est-ce qu'il l'a consommé également, si cela a été dans un restaurant, dans un domicile particulier, quelle partie du poisson a été consommée, s'il a consommé des viscères. Et il y a également une autre partie qui correspond au service d'épidémiologie et de prévention de la Direction générale de la santé publique. Et là, elle doit consigner à quel laboratoire a envoyé les échantillons et quelle est la méthode de ce laboratoire pour identifier, pour analyser ces poissons, ces tissus de poissons en tant que porteurs potentiels. Pour conclure ma présentation, ça doit être le service de santé publique qui doit faire parvenir à l'Institut universitaire de santé animale les échantillons qui sont suspects d'avoir provoqué l'intoxication chez les personnes, chez les patients. Et pour conclure, tout simplement, nous allons voir une série d'informations, de nouvelles qui sont apparues dans les médias autant nationaux que régionaux. Ici, nous avons sur le journal Canaria 7 local qui informe sur un cas d'intoxication par céréole dans une famille de pêcheurs. Ici, les agents du service de protection de la nature de la gendarmerie espagnole, le CEPRONA, a intervenu 178 kilos de poissons capturés de façon illégale à El Hierro. Et cela représente l'une des voies d'intoxication les plus importantes parce que les poissons qui sont soumis à des contrôles par les autorités sanitaires n'ont pas encore produit des intoxications. Ce sont toujours des prises illégales des pêcheurs de pêche sportive, des pêches récréatives qui prennent ce poison et qui les consomment. Et ce sont ce type de personnes, ce profil de personnes qui sont contaminées. Et ici, une nouvelle nationale sur l'un des foyers de ciguatera situés aux îles Canaries. Voilà, c'est tout. Je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis à votre disposition. Donc, s'il n'y a pas de réaction, je vous remercie de votre assistance. On me demande le prix d'un CVA pour un particulier et c'est une bonne question, Juan. À l'heure actuelle, notre laboratoire, Natalia en reviendra par la suite, mais à l'heure actuelle, nous recevons des poissons du contrôle officiel. Alors, si nous avons un pêcheur de pêche sportive et nous l'analysons aussi, si nous amène un échantillon, mais on ne le fait rien payer parce que nous avons toute une série de projets en marche qui nous permettent de financer tout cela. Lorsque les projets arriveront à leur fin, je ne sais pas ce qui va se passer, mais alors je ne peux pas te dire un prix exact, mais c'est beaucoup moins cher qu'une chromatographie en tout cas. De toute façon, Natalia en parlera par la suite. Et pour l'instant, je peux te dire que nous ne faisons rien payer aux pêcheurs sportifs parce que nous utilisons également ces échantillons à des fins scientifiques. Et si on ne les utilisait pas pour la recherche, alors il faudrait déterminer un prix, mais nous ne le faisons pas à l'heure actuelle. Nous faisons ces analyses de façon gratuite. Nous savons donc combien ça nous revient à nous, mais aujourd'hui, cela est gratuit pour les particuliers, pour les pêcheurs et sportifs.
Il y a une question sur le chat de Shérif Ahmed. Je vais la lire à voix haute, la question qui est en français. Oui, la réponse à votre question, Monsieur Shérif, est affirmative. Je ne sais pas si on va en parler dans les prochaines séances, mais je crois qu'on va parler des résultats du projet Erosiwa ou du projet RASPA qui ont analysé dans ce cadre de ce projet des échantillons de la Mauritanie. Mais j'espère la prochaine séance ou Fernando, si tu veux. Et Fernando dit qu'en effet, ce thème sera traité demain parce qu'on va parler de ce projet, un projet de recherche. Alors, on en reparlera demain. On va laisser donc cette question et ne pas le mélanger avec les contrôles officiels dont nous nous occupons aujourd'hui. Donc, on répondra à cette question demain et on montrera les résultats obtenus jusqu'à présent. Et il y a aussi une autre question d'Anna Sofia González. À part les Canaries, il y a eu des cas dans d'autres communes espagnoles, d'autres communautés espagnoles ou dans d'autres endroits européens. En ce qui concerne l'Espagne, ce sont des cas importés d'autres zones polluées. Au Portugal, oui, il y a eu des cas dans les îles portugaises, dans les îles sauvages, également aux Açores et à Madère. Là, on a eu des cas d'intoxication, en effet. Mais pour le reste de l'Europe, les cas qui ont été détectés, que je sache, ont toujours été des cas importés. De toute façon, cela sera également traité demain et on peut approfondir ce sujet demain. Mais voilà en général le panorama européen. Y a-t-il d'autres questions avant de céder la parole à Madame Natalia, la docteure Natalia Garcia? Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, nous pourrons répondre. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions, donc je pense que je peux céder la parole. Oui, Daniel. Je pense que nous pourrons inviter Natalia à nous rejoindre maintenant. Et nous allons passer à la deuxième partie de cette présentation d'aujourd'hui, qui va traiter les protocoles du contrôle officiel qui sont mis en place aux Canaries, comment ça fonctionne, ce qu'ils détectent. Et je pense que ça va être très utile. De toute façon, toute question que vous pourriez avoir, nous pourrons y répondre aujourd'hui et demain. Merci. Et je cède la parole donc à la docteure Natalia Garcia. Vous avez la parole. Bonjour à tous et à toutes. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, parfait, merci. Je vais tenter de partager mon écran avec vous. Très bien. Vous voyez bien ma présentation? Oui, parfait, merci beaucoup. Tentez de minimiser ceci. Eh bien, comme mon collègue le disait il y a quelques instants, je vais parler du protocole de contrôle officiel du diagnostic de la ciguatera aux îles Canaries. Je vais me centrer sur deux blocs principaux. Le premier, c'est le protocole du contrôle officiel du diagnostic de la ciguatera aux îles Canaries. Je vais commencer par un schéma pour éclaircir la situation. Je vais parler des confréries et du protocole de la Direction générale de la pêche. Je vais me parler sur la réception et l'enregistrement des échantillons et l'analyse en laboratoire, sans rentrer en profondeur, et le rapport et publication des résultats. Deuxième bloc, je vais parler de l'analyse des données obtenues pendant la surveillance, le rapport annuel standard à la Direction générale de la pêche, les résultats annuels par espèce et par île. Et j'ai parlé également de l'article, un article publié en 2019 qui utilisait les résultats du protocole officiel pour tenter de prédire et étudier la probabilité de capturer un poisson affecté de ciguatoxine. Je vais tenter de commencer par le premier bloc
il y aura une pause pour les doutes et les questions et je passerai à la deuxième partie. Parce que s'il y a des doutes qui pourraient apparaître de la première partie, dont je vais parler en deuxième partie. Comme Daniel l'a mentionné, à partir des 2 foyers endémiques aux Canaries en 2004 et en 2008 d'intoxication par la ciguatera, nous avons mis un système de surveillance pour l'intoxication de ciguatera. À partir de ce moment-là, jusqu'en 2019, nous avons identifié 20 foyers qui ont affecté 122 personnes. La majeure partie d'entre eux ont été impliqués par le poisson de la céréole, type de céréole. Ensuite, en 2015, la ciguatera a été considérée comme une maladie de déclaration obligatoire. Donc, on oblige à l'enregistrement de tous les cas de ciguatera et le gouvernement des Canaries a tenté de trouver la solution pour mesurer la quantité de ciguatoxine dans le poisson. Et en 2009, nous avons eu le premier protocole officiel qui est le test rapide, le Ciguatex. Mais suite au faux positif, nous avons retiré ce produit du marché. Et la Direction générale de la pêche a mis en place le protocole d'intervention pour la détection de ciguatoxine dans des produits de pêche sportive via le test CDA qui est expliqué il y a quelques instants et dont les réelles analyses ont été réalisées. Ce protocole va considérer des espèces sportives de grand risque, à haut risque, pardon. Lorsque nous avons capturé un poisson qui est au-dessus des limites de poids établies, cet exemplaire va être analysé et on va prendre un échantillon de cette partie qui va être envoyé à notre laboratoire. Cet exemplaire va être congelé en attente des résultats qui soient favorables ou non favorables pour sa commercialisation. Au laboratoire, nous allons réaliser une méthode qui est la méthode CBA, comme nous avons expliqué auparavant. Et selon notre rythme de travail, ça va entre 3 et 9 jours avant la publication des résultats. Nous allons donc déterminer si le poisson est toxique ou pas et on va informer la Direction générale de la pêche ainsi que les confréries. Mais les confréries doivent attendre, recevoir le rapport officiel du gouvernement des Canaries et voir si cet exemplaire est apte à la consommation. Pour avoir un rapport négatif, ou s'il est toxique, il doit être éliminé par un gestionnaire standard, comme tout reste de denrées alimentaires qui n'est pas apte pour la consommation humaine. Ce protocole d'intervention va établir un tableau où nous allons inclure une série d'espèces considérées à risque et des poids. Pour chaque exemplaire qui va être capturé, il doit être analysé obligatoirement par notre méthode. Par exemple, dans ce cas-ci, je peux ouvrir la diapositive. Nous avons les céréoles et le mérou à 13 kg. Ces données sont révisées régulièrement. La salopette à 35 kg, le silverseed à 9 kg, l'AV à 12 kg et le charançon et l'espadon à 320 kg. Nous avons reçu des échantillons de mérou et de céréoles principalement. Et nous n'avons pas reçu aujourd'hui des échantillons d'AB ou d'espadon. Natalia, il y a une question au chat avant de continuer de Sara Freitas. Quelle est la technique? C'est chromatographie. Non, la technique, c'est le cytotoxicité, le test de cytotoxicité. Comme l'a dit Daniel avant, c'est le CBA, un essai, un test qui utilise des narogastromes de souris.
Ce n'est pas le récepteur, ni c'est le CBA. Demain, mon collègue Freddy va vous l'expliquer plus en détail. Ici, vous voyez le protocole maintenant à l'écran? Oui, nous le voyons parfaitement. Ça va être le protocole d'action pour du ministère régional d'agriculture, d'élevage, de pêche et d'eau qui va expliquer les étapes que doivent suivre les confréries par rapport à ce programme officiel. C'est en français. Je ne sais pas si c'est bien traduit, mais c'est un protocole d'action pour le contrôle officiel de la ciguatoxine dans les produits extractifs de la pêche dans les points de première vente autorisés, les confréries. Il s'agit de procédures à suivre pour la campagne de termination de la présence de ciguatoxine dans les patrons issus de la pêche extractive aux îles Canaries. Pour que les confréries, avant de vendre le poisson, ils doivent la commercialisation d'espèces de poissons avec des poids égaux ou supérieurs à ceux indiqués dans le tableau des profits est interdite, à laquelle non des tests diagnostiques de la ciguatoxine ont été effectués. Je vais seulement souligner l'un ou l'autre point du protocole. Le protocole est public, donc vous y avez accès. Deuxièmement, lorsque les professionnels capturent des spécimens avec des poids répertoriés dans le tableau ci-dessus, les étapes suivantes seront effectuées. 1. Le morceau de poisson sera laissé en dépôt à la confrérie au point de première vente avant émission de la déclaration de recouvrement. Une clé sera attribuée, une clé d'identification qui sera nécessaire pour la traçabilité. Ici, il s'agit de lettres. Les deux premières font référence à l'île. FU, c'est Fuerteventura. La deuxième, c'est la confrérie de Morojable, la confrérie de Morojable, et ensuite l'année de capture, le mois de capture et le nombre d'échantillons qui a été réalisé. Ça serait la première échantillon qui a été envoyé en mai 2018 par la confrérie de Morojable de Fuerteventura. C'est une bonne façon de tracer et d'établir le suivi de ces échantillons. Donc, nous identifions l'exemplaire et l'échantillon qui est envoyé au laboratoire. La personne en charge va prélever l'échantillon qui sera constitué d'un morceau de viande de la zone caudale d'environ 300 grammes qui se diviseront en deux. Et ils seront placés dans deux contenants alimentaires congelés. Ici, pour retirer l'échantillon, la confrérie doit informer la direction générale de la pêche de l'existence de cet échantillon. La direction générale doit contacter l'entreprise et communiquer au laboratoire l'existence de cet échantillon. Et le personnel de la confrérie va devoir remettre cet échantillon à l'agent de transport et le reste restera dans les installations. Ici, le laboratoire va envoyer les échantillons à l'analyse. Et donc, les rapports seront envoyés par courrier électronique. À partir de cela, la direction générale de pêche informera la confrérie ou le point de première vente des résultats afin qu'elle puisse procéder à agir selon qu'elle soit positive ou négative. Il pourra retirer si c'est négatif, et si c'est négatif, eh bien, sera propre pour la consommation, et si c'est positif, eh bien, le spécimen sera détruit. Souligner le quatrième, que pour la commercialisation de la céréole sérieuse SPP, le mérou, il y a un risque pour la santé consommateur, il doit être ajouté sur l'étiquette de l'emballage dans les légende d'avertissement. Risque de ne pas mettre en vente au consommateur final. Les risques de cette espèce. C'est le protocole de la Direction générale de pêche et pour toutes les confréries. Natalia, il serait peut-être bon de répondre à la question de Shérif Ahmed. Je vais vous lire la question de Shérif Ahmed. Oui, effectivement, le résultat est positif ou négatif? Oui. Oui, c'est un résultat positif ou négatif? Je vais en parler un peu plus avant, mais oui, le résultat qui est émis à la Direction générale de pêche, c'est positif ou négatif.
ce ne sera pas un niveau de toxicité. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. C'est simplement positif ou négatif. On n'explique pas le niveau de toxicité. Monsieur Chérif Ahmed, est-ce que nous avons répondu à votre question? Oui, c'est clair. Vous m'entendez? Oui, bien sûr. Oui, j'ai bien compris. Donc, c'est négatif. Il ne donne pas de valeur exacte. OK. Exactement. Comme le disait mon collègue, avant, le règlement n'oblige à communiquer que les poissons qui sont affectés par la ciguatoxine. Et nous pouvons voir si la toxine est basse, moyenne ou haute, mais nous devons nous assurer qu'aucune toxine n'est présente dans un poisson qui va être consommé. Qu'elle soit basse, moyenne ou haute, ça conduit au même résultat. Tant qu'il n'y a pas de patron et que nous ne pouvons pas valider une technique, une méthode de référence, simplement pour le fait de montrer la toxicité, eh bien c'est suffisant pour éliminer cet spécimen. Autre question? Je ne vous entends pas. Alors, je ne sais pas si vous tentez de parler, mais on ne vous entend pas. Je vais continuer avec la présentation, donc. Je vais parler maintenant des confréries ou points de vente de première vente autorisée. Nous allons les distribuer au niveau de l'archipel canarien. Nous avons l'île de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, La Palma et El Hierro. Il y a 28 confréries qui sont réparties sur l'ensemble du territoire canarien et ces confréries sont obligées à respecter ce protocole et à publier ce protocole pour tous les employés. Est-ce que nous parlons de la réception des échantillons? Ici, à Medregal et à Meru. Nous allons donc y voir l'identification individuelle qui est très importante pour cette traçabilité et ça va être ce numéro qui va être le même que l'échantillon que nous allons recevoir au laboratoire. L'échantillon doit être correctement identifié et il doit être accompagné d'une fiche qui comprend toutes les données des échantillons, ce qui n'est pas toujours le cas, mais c'est ce qui est correct. On voit ici la fiche en détail, le numéro de l'échantillon, la date de la prise, la zone, l'espèce et le poids. Ce numéro va être inscrit dans le laboratoire et on va lui assigner un numéro interne de laboratoire qui va suivre cet échantillon pendant tous les processus analytiques. Ce registre va être vérifié 2 fois, cela est très important pour nous, et de façon quotidienne, cela va être saisi dans une banque de données. S'il y a un incident concernant l'identification ou des échantillons détériorés, on va le traiter avec une société GMR, c'est la Société de gestion du milieu rural des Canaries, qui est un peu notre partenaire et notre lien avec les gouvernements. Et nous sommes maintenant dans la dernière phase de certification pour obtenir la norme ISO 9001 de 2015. Fernando dit qu'il y a 3 questions sur le chat. Il y a une question de Morsar. Je vais la traduire de vive voix. Bon, cela, on va le dire à la fin. Mais par rapport à cette question, d'où on peut trouver les cours, nous sommes en train d'enregistrer ces séances de formation en espagnol et en français. Et si les enregistrements sonores sont corrects,
Nous voulons le mettre à la disposition sur le site web du projet RASPA. Mais cela, nous le communiquerons le moment venu à tous les participants à ce cours, une fois que les enregistrements ont été vérifiés. Il y a aussi une autre question de Anna Sofia qui dit si on connaît la quantité de toxines présentes dans des produits qui ont provoqué le foyer. Nous, à part le contrôle officiel, lorsqu'on soupçonne un foyer, on se met en contact et on nous envoie l'échantillon suspect qui a été à l'origine. Nous allons l'analyser aussi à travers la méthode CBA. Nous avons dans ce cas-là, on peut semi-quantifier la toxicité parce que cela ne fait pas partie d'un screening, mais on peut un peu plus approfondir avec cet échantillon et on peut quantifier la toxicité de l'échantillon en la comparant avec celle d'autres. On ne peut pas dire quel est son analogue ni quelle est la quantité de cet analogue de ciguatoxine, mais on peut dire le niveau de toxicité par rapport à un patron. Et depuis le début du contrôle officiel, tous les échantillons montrent des courbes très, très toxiques, à un degré de toxicité très élevé. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, mais il y a une autre intervention. On dit qu'on ne comprend pas les affiches qui indiquent que les viscères des espèces, on ne peut pas être commercialisé dans un document officiel du ministère autonome de l'élevage, de la pêche et de l'alimentation, si cela revient au ministère autonome de la santé, si le produit est déjà noté pour la première vente et s'il se trouve déjà en phase de commercialisation. Cela ne tombe pas dans notre compétence. En effet, les compétences peuvent être chevauchées entre les ministères de la Direction générale de la pêche et celle de la santé. Mais comme cela concerne la consommation de poissons, je crois que sans doute il faut définir le champ, la définition de ces compétences. Je ne sais pas si Fernando souhaite ajouter quelque chose. Je crois que dans ce cas, je crois que nous ne devons pas traiter cet aspect pendant la formation. Cela revient au ministère autonome de définir son champ d'action, c'est-à-dire les compétences de la Direction générale de la pêche et celle de la santé publique. Ce sont deux ministères autonomes doivent définir leurs compétences à ce niveau-là. Nous, ici, dans ce cours, dans ce stage de formation, je crois que nous devons nous centrer sur notre programme parce que cela tombe un peu en dehors de notre domaine d'action. Bon. Il y a d'autres questions? Madame ou Monsieur Simal n'a pas encore écrit sa question. Alors, si vous voulez bien l'écrire, voilà. La pregunta, non. Comme les tableaux du protocole indiquent, on doit analyser les mérous à partir de 13 kilos. Les mérous qui pèsent moins, ils peuvent être commercialisés et on va les retenir et analyser ceux qui pèsent plus de 13 kilos. Et ce sont ceux-là qui sont soumis à un contrôle obligatoire en laboratoire et qui doivent atteindre les résultats pour pouvoir être commercialisés ou s'ils doivent être éliminés. Parce qu'en effet, comme il y a plusieurs espèces de céréales, dans le cas de la céréale, et ce n'est pas clair, la variété, on a toujours mis SPP. Et dans le cas du mérou, en effet, c'est une bonne question, mais on l'indique comme ça un peu pour ratisser large. C'est ça un peu, voilà. Je dois en parler plus tard d'un autre aspect, mais on va essayer de mettre en place une plateforme informatique
pour réunir les données des confréries avec celles des laboratoires. Je vous en parlerai par la suite. Et peut-être dans certains cas, on peut identifier la variété de l'espèce, la variété concrète de cette espèce. S'il n'y a pas plus de questions, je vais poursuivre. En effet, il n'y a pas de questions en attente. Alors, on va continuer. Donc, on va analyser cet échantillon en laboratoire. Cela est une image de ce que mon collègue expliquera demain, mais normalement, il y a 3 phases dans cette analytique. On va extraire la cigotoxine à partir du muscle du poisson. La deuxième, c'est un test de cytotoxicité proprement dit, qui utilise une ligne cellulaire du neuroblastome de souris. Et en troisième lieu, la lecture et l'interprétation des résultats. Et comme je disais, le résultat positif est celui qui dépasse le limite de toxicité, mais en fonction du niveau, ils vont être, tous les cas positifs vont être éliminés. Et cela va provoquer beaucoup de données, un banque d'échantillons qui va être très précieux, pour d'autres études et d'autres projets de recherche. Une fois les résultats obtenus, ce qu'on fait à l'heure actuelle, c'est qu'on va transmettre les résultats à une base de données, à toute une série de rapports. On sépare les résultats positifs des résultats négatifs. Est-ce que vous pouvez voir maintenant la base de données? Oui, on la voit parfaitement. C'est une base de données toute simple avec le numéro de laboratoire, ce numéro interne qui va suivre l'échantillon tout le long du processus. Donc, une fois les résultats publiés, obtenus, on va savoir de quel échantillon il s'agit. On a la date de réception, la confrérie, le numéro localisateur, l'espèce, le poids, la date de l'analyse ou la date de répétition de l'analyse s'il y a des doutes, le résultat définitif et la date d'envoi du rapport. Une fois ce rapport élaboré, un collègue va comparer ces données avec le cahier du laboratoire et on va compléter la traçabilité de ce processus. Ces rapports seront émis tous les vendredis. Les échantillons sont reçus lundi, mardi et les résultats donc seront obtenus justement vendredi et à partir de mardi, justement, les résultats seront publiés le vendredi d'après. Donc, cela est dû à la grandeur des cellules. Ces rapports sont transmis à la Direction générale de la pêche et aux confréries. Et c'est ce qu'on fait actuellement, mais cela va changer parce qu'on est en train de mettre en marche, et c'est déjà sur le point d'être utilisé, une plateforme, comme je viens de dire, une plateforme informatique, Siwanet, dans laquelle les confréries vont pouvoir saisir toutes les données de leurs échantillons. Le laboratoire aussi pourront saisir les données. Et une fois tout cela vérifié, la Direction générale de la pêche pourra utiliser ces résultats, les télécharger et générer un rapport officiel pour éviter toutes sortes d'erreurs. La Direction générale de la pêche publie un rapport annuel avec toutes les analyses réalisées et les échantillons analysés cette année-là. Je ne sais pas si vous pouvez voir, Fernando, est-ce que vous voyez? Oui, vous voyez le rapport, en effet. C'est un rapport type de l'année 2020 qui contient les résultats des cytotoxicités à travers l'analyse des viabilités cellulaires en comparaison avec le Pacific Ciguatoxin standard de type 1 dans le cadre du contrôle officiel de la ciguatera de janvier à janvier, donc toute l'année. Je ne vais pas abonder sur les détails et je vous montre qu'il y a un tableau avec les résultats par espèce avec quelques remarques, par exemple le pourcentage de positivité
dans certains cas plus représentatifs, un autre tableau avec les résultats par île et après, chacun des résultats obtenus avec les échantillons analysés cette année. Voilà un rapport, mais nous espérons qu'avec cette plateforme informatique, on va introduire une bonne amélioration et cela pourra être disponible à tout moment. Et maintenant, je vais passer à commenter les résultats annuels obtenus lors du contrôle officiel. Sur cette graphique, je montre le nombre total d'échantillons reçus de 2017 à 2020. En vert, le nombre total, en bleu, les échantillons négatifs et en rouge, les échantillons positifs. De 2008 à 2016, on a réalisé beaucoup moins d'analyses, environ 1800, comme 300 par an, plus ou moins. Et en 2021, je ne montre pas les résultats parce que l'année n'a pas encore terminé. Et on peut voir une augmentation de l'utilisation des échantillons à partir de 2017. Il y avait environ 1000 échantillons et en 2020, presque 1900 échantillons. C'est peut-être grâce à la fidélisation ou à la confiance sur le contrôle officiel et parce qu'on fait des révisions des limites de poids inférieures à la baisse et donc cela a permis d'augmenter la quantité d'échantillons reçus. En fait, on peut très bien observer comment le pourcentage des échantillons positifs a diminué de 10 ou 16% à 4% en 2020. Maintenant, les résultats annuels par espèce, on peut voir que dans cette période de temps, de 2017 à 2020, presque 70% des échantillons étaient des céréales, 16% c'était des mérous et seulement 3% étaient des échantillons d'autres espèces que vous pouvez voir sur l'écran. Il y avait des échantillons qui arrivaient sans information de 12% dans cette période et ce pourcentage a diminué progressivement. Par les résultats annuels par espèce, en haut les céréales et en bas les mérous, vous voyez que dans les deux cas, il y a eu une augmentation des échantillons le long des années et cela a une incidence sur la réduction du pourcentage de positivité. Ici, je vous montre un peu la distribution par trimestre parce que nous essayons de voir s'il y a des différences dans la réception des échantillons. Et cela, nous le remarquons de façon subjective, mais nous pouvons l'objectiver avec les données disponibles dans une courbe. Ici, ce sont les résultats pour les céréales par trimestre, les résultats positifs et négatifs. Et cela représente, la courbe représente le total d'échantillons. La plupart arrivent dans le 4e trimestre de l'année avec quelques variations ponctuelles. Par exemple, pendant le mois d'août, où il y a aussi un pic. Et nous pouvons voir qu'en novembre 2020, il y a eu une augmentation significative parce que c'est là, justement, lorsqu'on a révisé le protocole, on diminue le poids inférieur à 13 kg de céréales, l'exemplaire de céréales, pour pouvoir l'analyser. Et je vais répondre par la suite à la question qu'on m'a posée sur le chat. Bien, donc en septembre 2021, on pourrait également montrer les résultats de cette année. Les voici avec une augmentation de l'incidence de cette tendance de 2020 et 2021, même s'il nous manque le dernier quadrimestre, mais nous avons toujours la même tendance. Nous espérons donc une augmentation de la réception des échantillons en laboratoire. Il y a également une augmentation dans le deuxième trimestre. Il y en a eu plus cette année que l'année dernière, mais l'année dernière, c'était le confinement à cause de la pandémie. Les services ont continué actifs, mais on a également remarqué une diminution dans la réception des échantillons. Et pour le mérou, la distribution trimestrielle montre bien une augmentation du nombre d'échantillons reçus. En fait, en 2017, on a reçu 100 échantillons environ et en 2020, on a reçu environ 300. Donc, le nombre d'échantillons a été multiplié par 3.
Il n'y a pas un modèle, au contraire de ce qui s'est passé pour la céréole, mais le Meru a reçu beaucoup plus de réductions et de révisions dans les protocoles. Depuis 2017, le limite du poids était à 17 kg. Après, il est passé à 16, à 15 progressivement. Et maintenant, les deux espèces, les céréales et les Meru, se situent à 13 kg comme poids seuil à partir duquel il faut analyser les échantillons. Ici, nous avons en 2021 les mêmes tendances. Il faut attendre de toute façon la fin de l'année pour pouvoir approfondir le traitement de ces données et obtenir des meilleures conclusions. Bien, donc nous allons maintenant passer aux résultats annuels par île. Voilà les îles Canaries. Et sur cette graphique, nous avons la même période de temps, négatif en bleu et positif en rouge, et le nombre d'échantillons par île. Étant donné la demande d'analyse, nous avons Tenerife avec 1100 échantillons par la période, La Gomera avec 1019 et Lanzarote avec plus de 900 échantillons. Et par pourcentage d'échantillons toxiques, il faut souligner El Hierro avec 27% d'échantillons positifs et la Grande Canarie avec 20%. Et les îles les plus orientales, à l'est, Lanzarote et Fuerteventura avec environ 10% d'échantillons positifs. Et les îles occidentales, La Palma, La Gomera et El Hierro avec entre 1 et 6% de taux de positivité. La Gomera est celle qui a une incidence moindre. De toute façon, il manque une étude par espèce lorsque nous aurons toutes les données de 2021 parce que, par exemple, il est curieux de voir ce qui se passe à La Palma. Sans doute, vous avez entendu parler de La Palma maintenant à cause de l'éruption volcanique. Mais La Palma est passée d'avoir une toxicité de 2% en 2019-2020 et cette année 2021, ce taux de positivité est allé jusqu'au 40%. Donc, il faut approfondir sur ces résultats, bien évidemment. Il y a une question. El Hierro est l'île avec plus de cas positifs. C'est une espèce particulière ou c'est toujours des céréales et des Meru? Est-ce que cela est par rapport à l'éruption sous-marine qui a eu également à côté d'El Hierro? Oui, El Hierro est considéré un hotspot pour la présence de la ciguatoxine, en particulier sur des Meru. Les céréales sont des poissons migrateurs, les Meru sont sédentaires et donc ils reflètent mieux la quantité de ciguatoxine ou des microalgues existants dans cette zone. Et cela est probablement garde une relation avec cette éruption sous-marine volcanique et toutes les modifications apportées par celle-ci. Tout simplement, il faut également lire les questions à voix haute pour pouvoir les traduire. Bon, la question d'Anna-Sophie a été celle que je viens de répondre aussi. El Hierro est l'île avec un taux de positivité le plus important, si c'est pour une espèce particulière ou c'est seulement les céréales, les Meru, et si cela est par rapport à l'éruption sous-marine d'un volcan au large d'El Hierro. Voilà à la question à laquelle je viens de répondre. Nous allons poursuivre. Ici, sur ces graphiques, c'est un peu complexe, mais je vais essayer d'expliquer parce qu'il est important pour nous de voir la différence par île. Ici, nous avons représenté par une couleur différente chaque île et nous voulons comprendre ce qui se passe en 2020. L'augmentation d'échantillons de céréales s'est fait surtout à La Gomera et à Tenerife et les échantillons du Meru, c'est par des confréries qui ont envoyé des échantillons de Lanzarote et Fuerteventura. Et en bas, nous avons une courbe qui montre les échantillons dont nous ne disposions pas des informations, ce qui est très important pour ne pas biaiser les résultats de l'analyse. Heureusement, les échantillons sans information ont beaucoup diminué et avec cette plateforme numérique qu'on va mettre en place, ce problème sera complètement résolu.
Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ce que je viens de dire? Rien, j'aimerais expliquer qu'en 2019, cette équipe a publié Andrés qui vous a déjà parlé, que nous avons donc publié dans une revue. C'est une publication qui parlait de déterminer un objectif et la probabilité de toxicité de ciguatoxine dans des poissons capturés aux îles Canaries dans le cadre du contrôle officiel de la ciguatera. Il fallait identifier des variables qui peuvent influencer la probabilité de capturer des poissons contaminés par le CTX, par la ciguatoxine, d'espèces couvertes par le contrôle officiel. Ces espèces, on a récupéré 970 échantillons depuis avril 2016 jusqu'en décembre 2017. Et nous avons analysé différentes variables des espèces par rapport au poids, l'île de capture, la période que j'ai laissée en suspens. Question que j'ai laissée en suspens. C'est un poisson d'eau chaude ou d'eau froide. De mai à décembre et de froid de janvier à avril. Avec toutes ces variables, nous avons pu faire une analyse statistique multivariable. Par exemple, nous avons souligné certains points de cette publication, l'influence du poids par rapport à l'apparition de la toxicité. J'ai une question. C'est simplement, ce sont 28 confréries qui sont distribuées sur tout le territoire canarien. Certaines confréries sont plus de pointe. Et lorsque ces confréries changent la campagne de pêche pour une raison ou une autre, eh bien, on remarque cette diminution. Ou la confrérie d'Arguineguine, qui est à Gran Canaria, qui n'a pas envoyé ses échantillons, et ça se reflète dans le nombre d'échantillons que nous avons reçus. En 2029, lorsque nous avons diminué le poids, eh bien, il y avait plus d'échantillons qui sont arrivés à notre laboratoire. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Je suppose que j'ai répondu à votre question. L'influence du poids est une différence significative. La question, qu'en 2019, il y avait moins d'échantillons qui étaient analysés que le reste des années. Et ce que j'ai expliqué, c'est que les échantillons procèdent de points de première vente des différentes îles. Il y a certains points de première vente qui, lorsqu'ils ne pêchent pas de mérou ou ils pêchent d'autres types de poissons, parce qu'ils ont changé leur campagne de pêche, eh bien, cette confrérie change sa stratégie et nous le remarquons parce que nous n'avons pas d'échantillons qui arrivent. Et cette diminution de 2019, c'est pour un changement de campagne de pêche de la confrérie. Ce sont des grands prédateurs qui ont souvent à la fin de la chaîne trophique, eh bien, ils ont suffisamment de temps pour accumuler la ciguatoxine. Et donc, ça va être une sorte de risque qui vont pouvoir produire des intoxications parce que pour vous intoxiquer, vous devez consommer un poisson qui est intoxiqué et qui a suffisamment de toxines pour vous intoxiquer. Mon collègue Andrés vous a expliqué cela hier et je pense que toutes ces réponses à vos doutes sont disponibles. Au niveau du cours, lorsque nous publierons les enregistrements, vous y aurez accès. C'est l'explication. Ce qui est important, c'est l'analyse de ces déprédateurs parce qu'ils peuvent nous intoxiquer parce qu'ils ont assez de toxines pour nous intoxiquer. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Je pense que oui. Comme je vous disais, comme résultat de cette étude, nous avons vu que
la zone de référence, il y avait une différence entre la toxicité des mérous et des céréales, même si nous avions plus d'échantillons de céréales, mais nous avons les mérous qui ont donné plus de positifs. Ce qui veut dire que le poids limite pour les céréales, c'était 14 kg et de 17 kg pour les mérous. Ce qui veut dire que nous avons donc un échantillon de mérous qui est positif dans un laboratoire. Nous avons donc la double propriété d'obtenir un échantillon toxique de mérous au-dessus de 17 kg d'une céréale de 14 kg. C'est dans le contexte du laboratoire. Nous avons pu faire une statistique pour voir l'influence du poids et nous avons vu qu'il y avait une différence significative entre les poids des animaux négatifs et positifs liés à une espèce. Et donc les animaux positifs, qui sont des céréales et les mérous, les niveaux de céréales de plus de poids étaient plus positifs que ceux de petits poids. Autre chose importante, c'est que nous avons eu des animaux positifs qui étaient très proches de la limite établie, ce qui a impliqué la révision de cette limite de poids. Et maintenant, nous sommes à 13 kg pour les céréales et pour les mérous. Nous avons analysé également l'impact de l'île de capture. Au niveau du médrigal du céréal, nous avons eu une diminution par rapport aux îles orientales qui sont supérieures aux îles plus occidentales. Et dans le cas du mérou, ce n'est pas de patron. Mais nous avons localisé des îles avec une haute toxicité telle que le Hierro ou le Lanzarote. Nous avons pu obtenir une valeur prédictive dans la céréale. Dans ce tableau, nous avons un grade de toxicité de 1 à 16 et qui correspond à une augmentation de probabilité de contamination par ciguatoxine du médrigal qui va des îles les plus orientales aux îles plus occidentales, depuis la période froide jusqu'à la période chaude et en petit poids jusqu'au grand poids. Nous avons tenté de refléter tout cela sur le graphique. Nous avons le risque. Les îles orientales et occidentales et orientales, la période froide et chaude et le poids de 15 à 45 kg. On voit que lorsque nous passons d'une période chaude à froide, nous augmentons cette probabilité de 15%. Et si vous avez un spécimen de plus de 35 kg, nous parlons de la céréale de 35 kg de Fuerteventura dans une période chaude, ça va augmenter une priorité d'échantillons toxiques de plus de 50%. Et des exemples jusque de 39 à 45 kg à Lanzarote en période chaude, eh bien, nous allons avoir une augmentation de 90% de la toxicité. Cette statistique a été également réalisée par le mérou. Ce poisson nous avons plus d'exposition à la ciguatoxine et la présence d'organismes spécifiques qui peuvent expliquer ce haut pourcentage de positifs au mérou. Nous avons obtenu un gradient de risque pour le mérou par rapport au poids, à l'espèce et à l'île de capture. Et nous avons ici le facteur qui est associé au mérou. Il y a une question? On nous demande si vous pourriez expliquer de nouveau la double probabilité, s'il vous plaît. Merci, bien entendu. Je ne l'ai pas bien expliqué, donc je vais la réexpliquer. Ce que nous avons dit, c'est que nous obtenons des échantillons de mérou à cette époque
lors de la publication de cet article, les échantillons de Meru étaient de plus de 14 kilos. Excusez-moi, je vais vérifier mes données. De 14 kilos, oui. Et de Meru de 17 kilos. Et les Meru, les céréales étaient de 10% et les Meru de 20% des échantillons. Donc la probabilité qu'un échantillon de Meru qui est de plus de 17 kg était de double qu'un échantillon de céréales qui arrive au laboratoire. Je ne sais pas si je me suis mieux expliqué maintenant. C'est simplement un donné au niveau de notre laboratoire. C'est simplement cela. Merci. Oui, merci. J'aimerais terminer ma présentation par les conclusions et vous dire que le protocole officiel par la Direction générale de pêche de Gran Canaria protège le consommateur par rapport à Ciguatera. Le nombre d'échantillons analysés par an en 2017 est supérieur à 1000 échantillons. Depuis 2017 à 2020, 9% des échantillons ont présenté une toxicité de type cytotoxine. Le pourcentage de positivité dépend de l'espèce et d'autres variables, telles que l'île de capture et le poids. Le Meru est l'espèce présentant le plus haut pourcentage de positivité par rapport à la céréale. L'île de Lièvre est considérée comme un hotspot, comme un point chaud. Et au niveau des échantillons toxiques, nous allons en parler plus demain avec Fernando Real. Et le poids minimum fixé par le protocole pour le Meru et le céréales est utilisé pour sauvegarder les utilisateurs. Et ce contrôle officiel est considéré comme une référence en matière d'action de prévention contre la Ciguatera et collabore à des projets de recherche tels que le EuroCiwa. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre attention. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Merci beaucoup, Natalia. Il y a une question de Chelif Ahmed. Vous parlez d'une limite de poids ou à quoi faites-vous référence avec le seuil limite? La limite de cytotoxine, la limite acceptée pour que le produit soit consommable. Actuellement, comme nous l'avons dit, le règlement dit que si il faut faire un contrôle des pièces, parce qu'on ne peut pas commercialiser un poisson qui a des ciguatoxines. Mais on ne peut pas établir une limite parce qu'actuellement, il n'y a pas de méthode valable, ni aucune référence. Et donc, on ne peut pas quantifier. Et donc, si on ne peut pas quantifier, on ne peut pas établir une limite. La CBA et la EFSA recommandent une limite de 0,01 ppb de ciguatoxine par rapport à la ciguatoxine du Pacifique. Nous, c'est proche de cette valeur, mais cette recommandation, il y a un rapport de la FAO qui dit que c'est insuffisant. Parce que ce n'est pas seulement la limite de la ciguatoxine, mais il faut également prendre en considération le type de consommateur qui consomme la pièce, la quantité ingérée, et c'est un peu plus compliqué que cela. Nous avons la sensibilité plus optimum, et lorsque nous observons qu'il y a des toxicités, cette pièce est éliminée directement. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, j'ai répondu à votre question. Merci beaucoup, Antonio. Parce que la question de Antonio, je ne sais pas si j'ai l'ai lu. Mais bon, s'il y avait un effet des eaux chaudes ou froides par rapport à la toxicité. Nous avons une question de Sarah Feitas qui demande si le groupe des tonidés a été étudié par rapport à la présence de ciguatoxine. Non. Non, cela n'a pas été étudié, mais nous n'avons jamais eu de foyer associé
à ceci, mais nous avons toujours analysé par rapport au prédateur. Et ce serait très intéressant de l'étudier. Mais nous n'avons pas eu de foyer par rapport à la consommation de ton idée. Et donc, on demande aussi si la taille des échantillons envoyés est de 300 grammes et le protocole dit que l'échantillon doit être à 300 grammes et divisé en deux. L'une des pièces est envoyée au laboratoire pour l'analyse et l'autre doit rester dans la confrérie. Des fois, il l'envoie aussi, mais normalement, il devrait rester dans la confrérie en tant qu'échantillon de remplacement s'il y a des doutes ou si l'échantillon envoyé a été détérioré. Nous, même si Freddy en parlera demain plus en détail, pour le processus, on a besoin de 10 grammes, mais il est important d'avoir plus d'échantillons pour pouvoir l'homogénéiser et avoir un échantillon représentatif. Il y a une question en français que je vais traduire. Je ne sais pas si Daniel, tu veux répondre. Les problèmes des tests diagnostiques rapides, c'est qu'ils ne sont pas simples. Il y en a eu beaucoup, mais ils ont tous tombé dans l'oubli parce qu'ils ne sont pas suffisamment sensibles pour détecter une quantité déterminée de toxines. C'est pourquoi toute la communauté scientifique, tout le monde recommande les CBA. Il est assez sensible. Il n'est pas aussi sensible comme une chromatographie en phase liquide, spectrométrie de masse, mais il est relativement facile d'installer dans un laboratoire et c'est une technique décrite en tant que sûre pour suivre une routine et des dépistages pas chers. On ne peut pas dépenser 500 € par poisson, donc il doit être une technique suffisamment sensible avec un prix adéquat. Le problème, c'est qu'elle met quelques jours pour obtenir les résultats, mais nous n'avons rien de mieux. C'est vrai qu'un test rapide rendrait les choses beaucoup plus faciles et il y a des projets de recherche qui travaillent là-dessus, mais il y a des tests qui se font sur les moments, sur place, et ce que Daniel vient de dire, à la fin, l'interprétation peut être subjective. Parce que je crois qu'on nous avait dit qu'il fallait interpréter la couleur et cela n'est pas facile. Et donc, ces techniques manquent de sensibilité, ces tests manquent de sensibilité. À la fin, il n'est pas recommandé de les utiliser parce qu'il y avait beaucoup de faux positifs et de faux négatifs aussi, ce qui est encore pire. Donc, la méthodologie qui se rapproche le plus à un screening et qui nous montre tous les avantages, c'est l'essai de cytotoxicité dans notre moment, dans notre situation actuelle. D'autres questions, d'autres réactions? De rien. Donc, on va attendre s'il y a d'autres réactions. Sinon, nous allons clore la séance d'aujourd'hui. De toute façon, demain, notre collègue Freddy Silva va parler en détail de toutes les étapes de la méthodologie et Fernando abordera les résultats des projets de recherche et sans doute on pourra là résoudre toutes sortes de questions et de doutes. C'est moi qui vous remercie de votre attention. Donc, comme il n'y a plus de questions, donc merci à vous tous d'avoir participé dans cette deuxième journée de notre stage de formation. Donc, nous allons clore la séance et demain, nous allons tenir la troisième séance à partir de 16h30, heure canarienne. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne soirée. Je remercie également David et Agustine, les interprètes, de leur magnifique travail. Et nous nous retrouvons demain à partir de 16h30. Bonne soirée à tous.